Bonjour à tous et bienvenue dans le premier Intersection X de la semaine. Printemps numérique est là pour vous écouter, vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Dès le début, la crise a touché de plein fouet l'industrie touristique et culturelle du Québec. Les réservations de voyage ont chuté de 90% et les hôtels ont un taux d'occupation de seulement 5%. Alors qu'à lui seul, le tourisme génère 400 000 emplois au Québec et des recettes de près de 16 milliards de dollars, la ministre du Tourisme indique que c'est l'industrie la plus impactée par la crise avec celle de la culture. Pour pallier à la situation et patienter jusqu'à la reprise graduelle des activités touristiques, les entreprises du secteur doivent faire preuve d'imagination. Pour survivre, les startups doivent se réinventer, mais certaines font aussi le choix d'être un véritable acteur pendant cette période. Cette semaine, Intersection X aborde le sujet de comment les startups technologiques du secteur touristique et culturel s'adaptent au programme Analyse, Conseil et Exemple pour mieux vous en sortir comme entrepreneur. Pour démarrer cette thématique de la semaine, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Audrey Bernard de Stimulation Déjà Vu. Audrey a grandi dans une famille d'entrepreneurs et fonde en 2017 Stimulation Déjà Vu, une entreprise qui développe des expériences olfactives et sensorielles, mariant neurosciences et créativité pour créer de l'émotion et des sensations. En cette période de crise et pour encourager nos nouvelles habitudes d'hygiène, Stimulation Déjà Vu a lancé un vaporisateur de poche antibactérien aux odeurs du Québec avec différentes expériences olfactives. Audrey collabore aussi avec de grands noms touristiques et culturels à l'international. Elle nous partagera alors son expérience, ses avis et ses conseils en temps de crise. Bonjour Audrey, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Émilie, ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans Intersection X. Afin de pouvoir d'entrer en fait dans le vif du sujet qui est comment les startups technologiques du secteur touristique et culturel s'adaptent, j'aimerais que tu présentes tout d'abord les différents produits que tu offres pour mieux comprendre l'adaptation peut-être que vous avez réalisée. Pour toi, on ne va pas parler de pivot, c'est vraiment une adaptation à la situation et voir comment vous avez pu aider, accompagner justement la communauté, la société avec ce que vous avez sous la main. Oui, tout à fait. En fait, comme tu l'as dit, c'est un produit connexe. Déjà vu, nous, on crée des expériences olfactives vraiment autour des destinations. Donc, on travaille avec le sens de l'odorat pour créer des narratifs qui racontent les lieux pour qu'on puisse voyager par le nez. Fait qu'en fait, pendant la période de crise, en fait, on a dû réfléchir. Moi, je dirais, premièrement, comme entrepreneur, j'ai pas paniqué. Puis, mon objectif, je suis quelqu'un qui fait de la gestion très humaine. Alors, je voulais garder mes emplois en poste. Donc, j'ai pris la décision de continuer. Puis, j'ai dit à mon équipe, bon, mais là, je sais que vous êtes créatifs, je crois en vous. Donc, trouvons une solution qui nous dénature pas, mais qui peut permettre, en fait, pendant la crise. Puis ça aussi, on a été inspiré par le MT Lab avec son catalogue de solutions de crise. Donc, on s'est dit comment on peut répondre en ce moment à la situation, mais toujours en gardant notre ADN. Fait que ça a été vraiment le premier pas de Déjà Vu. Puis, en fait, quand la question qu'on s'est posée pour ce produit-là, on s'est dit, est-ce qu'il y a une valeur à ajouter une expérience dans un produit sanitaire, tu sais? Ça a l'air simple comme ça, mais ça reste quand même une idée assez innovante. Puis finalement, rapidement, dès nos premières ventes, ben, les gens ont dit ça fait du bien, on voyage. Donc, on a vraiment réussi à garder l'expertise de Déjà Vu qui est créer des odeurs sur mesure avec notre équipe, puis de pouvoir répondre aux employés de première ligne, puis à la population tout de suite, puis aussi dans une vision d'accompagner au retour les musées, les offices de tourisme avec des outils sanitaires qui font la promotion du Québec, donc toujours de la destination. Donc, on avait, oui, répondre à la crise, mais comment on peut aider aussi nos clients à cette relance sanitaire-là qui est la première étape au Québec. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est un produit. Donc là, on parle des vaporisateurs antibactériens, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Qui sont donc avec les odeurs du Québec. Si je comprends bien, c'est un produit qui va répondre à deux problématiques, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'adresse à une clientèle B2C pour pouvoir justement de manière à pouvoir avoir un désinfectant, mais qui soit plus sympathique peut-être à l'odeur. Donc, il y a cette première objectif-là. Et le deuxième objectif est déjà de préparer l'après et d'avoir une solution déjà adaptée pour les lieux qui vont accueillir du public, qui vont continuer de faire vivre une expérience olfactive, mais avec le côté plus sanitaire derrière. C'est bien ça? Tout à fait.
Puis on a travaillé l'aspect anti-anxiogène. Fait que oui, il y a un côté qui est c'est approuvé par Santé Canada, donc c'est vraiment c'est désinfectant pour les mains. Mais le côté anti-anxiogène, puis donner un moment de joie dans un acte sanitaire, c'est là que ça nous a fait penser après, est-ce qu'un musée va vouloir vraiment avoir un Purel hôpital ou il va avoir quelque chose d'esthétique, qui a une expérience? Donc c'est là ensuite qu'il y a des musées qui nous ont contactés, puis qu'on est en train de développer des stations aussi. Puis on va peut-être même pouvoir personnaliser l'odeur dans un désinfectant pour un client. Okay. Donc, finalement, on était avec le B2C, puis rapidement, on s'est ramené à nos clients habituels, puis on est super heureux de pouvoir les accompagner dans la relance. En tant que start-up, justement, innovante, comment vous vous y prenez en ce moment pour rester présent, pour le coup, à l'écoute des opportunités et peut-être comment présenter un peu plus le quotidien de votre équipe? Je sais que vos bureaux, normalement, sont à l'intérieur du Palais des Congrès, donc on s'entend que depuis le tout début, probablement, vous avez été impacté tout de suite. Comment ça s'est mis en place et comment vous avez réagi pour adapter votre modèle d'affaires? Tu disais surtout pas paniquer, garder ses emplois, mais comment tu fais ça peut-être étape par étape en tant qu'entrepreneur? Ouais. Ben en fait, première semaine, c'était comme, je pense, nous on a gagné le prix Innovation de Tourisme Montréal la veille que tout s'écroule. Fait que c'était vraiment, on revenait de Marseille, on a gagné le prix Innovation, tout allait bien. Puis en 2 jours, 90% de nos contrats, heureusement, ont été mis sur pause, 10% annulés, ce qui était dans les congrès. Donc c'est comme pas paniquer, c'est super important. Donc moi je me suis dit, OK, mais la force des startups, c'est qu'on est habitué à être adaptatif puis à réagir rapidement. Fait que c'était pas tant une situation de crise inhabituelle, là, dans le sens qu'on est habitué, les startups, d'être toujours dans cet sentiment-là d'urgence. Par contre, ben, rassurer l'équipe, ça c'est sûr, rassurer que j'avais tout mis en face pour avoir des fonds pour qu'on soit payé. Donc, j'ai dû aussi faire de la gestion humaine pour rassurer les gens. Ensuite, motiver, parce que là, on doit se structurer à distance, malgré qu'encore une fois, on travaillait quand même, on faisait quand même du télétravail, donc c'était pas dramatique, mais on avait toute cette structure-là. Puis ensuite, c'est sûr que la 2e semaine de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait de créatif, ben là, c'est passer matin, midi et soir à écouter des visios, à essayer de comprendre, suivre les conférences de presse. Donc, il y avait vraiment, de mon côté, j'étais, je pense, 18 heures par jour à vraiment suivre la crise. Puis ensuite, c'est être capable, une fois que c'est sécurisé, qu'on sait qu'on a de l'argent pour passer au travers, on peut se libérer l'esprit puis vraiment redevenir créatif. Puis je pense aussi que j'ai des super bonnes personnes dans mon équipe. Honnêtement, ils m'ont épaté dans leur manière de réagir à ça. Puis j'ai toujours investi beaucoup de temps en recrutement, mais là, je le vois que dans cette situation-là, les gens répondent bien. Puis c'est vraiment, ce produit-là, c'est vraiment un effort d'équipe. Puis là, maintenant, on a les retombées, ça fait du bien, mais tu sais, c'est sûr que c'était pas simple. On n'a pas paniqué, mais ça reste que, comment je peux dire ça? Il y a quand même un stress qui vient avec ça. Puis en même temps, ben, il y a le drame humain, tu sais, tout ce qu'on voit autour. Fait que nous, on va avoir créé des opportunités, mais en même temps, on voit que c'est le chaos dans les CHSLD. Fait qu'on est quand même atteint par ça. Fait que ça reste quand même une gymnastique. C'est ça, il faut relativiser, il faut rester positif malgré tout, puis c'est ça, il faut faire notre part. Ça reste qu'il y a quand même le côté inhabituel, effectivement, de la situation. Donc, on veut justement, en tant que start-up, s'adapter, être là. On se dit, on a toutes les forces possibles, imaginables. Je connais ton équipe et effectivement, je pense que vous avez toutes les qualités requises pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Ça n'empêche qu'on vit quand même quelque chose qui est assez délicat. On entame la 8e semaine de confinement. On commence à parler de déconfinement. Tu disais justement que à partir du moment où là les leviers financiers avaient été sécurisés, que du coup tu pouvais conserver tous les emplois de ton équipe. Est-ce qu'il y a d'autres défis à relever selon toi, ou est-ce qu'on est vraiment déjà en train de planifier le post-Covid? Comment tu vois ça? Est-ce que selon toi, l'aspect financier étant validé, c'est bon, on est tranquille, on peut passer à autre chose? Non, en fait, c'est ça, c'est une excellente question parce que on répond à la crise sanitaire, mais déjà vu reste déjà vu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on a la relance, puis comme on parlera de l'international plus tard, mais c'est quand même qu'il faut penser aussi à long terme. On connaît pas le long terme, mais il faut toujours garder cette vision-là. Fait que
comme je dis, c'est vraiment une gymnastique, puis aussi au niveau de la motivation, parce que même comme si on est une super équipe, ça reste que le télétravail, ben c'est différent. Donc, là, on a changé nos méthodes, on fait des Zooms le matin, le soir, ça nous fait du bien de nous parler. Fait que on a vraiment dû s'ajuster au départ. Puis, je pense que comme entrepreneur, il faut s'assurer de garder nos équipes motivées, parce qu'honnêtement, c'est ce qu'on peut perdre là, dans le temps. Mais les gens veulent travailler, c'est juste qu'on a besoin d'être rassurés. Tout le monde vit la situation d'une manière différente, et qu'il y a beaucoup de gestion humaine. Puis nous, ce qu'on fait, ben, on a répondu à la crise. On a été très, très à l'écoute. Dès qu'un musée qui nous a contactés, mais est-ce que tu as des stations? Ah, on peut-tu faire des stations? On s'est mis à penser à ça. Puis en même temps, ben, déjà vu, c'est quoi? Déjà vu, c'est voyager par le nez. Alors, dans la période où on ne pourra pas voyager physiquement, mais déjà vu par des ateliers, par des expériences olfactives, pourra continuer à développer des outils pour les destinations. Donc, on garde toujours notre vision aussi sur le long terme, sur nos racines, puis notre ADN profonde. Puis, on a réussi à créer du revenu pour pouvoir, en fait, payer nos salaires pendant la crise. Mais en fait, c'est très bien, tu vois, que tu avances déjà dans cette thématique-là, dans cette réflexion. Dans les journaux, depuis la semaine dernière, on peut lire de nombreux articles autour de la reprise touristique intra-Québec, principalement. Comment l'entrepreneur que tu es, et Stimulation déjà vu at large, voit la suite des choses à moyen et long terme. Mm-hmm. Mais en fait, c'est ça. Il y a notre vision. Puis quand on écoute ce qui se passe, en tout cas au Québec, c'est que là, on voulait encourager beaucoup le local, c'était le mot d'ordre. Mais là, on voit que Montréal est une ville infectée. Puis les gens ont peur des Montréalais qui viennent infecter les régions. Fait que les choses bougent tellement vite, c'est extrêmement difficile à dire. C'est juste on reste toujours créatif, nous, peu importe comment la situation va évoluer. Mais je pense que ça sera pas simple tout ça. Puis on veut encourager le tourisme. Puis effectivement, qu'on a besoin, nous comme Québécois, de se changer les idées puis de visiter les parcs. Mais là, il y a quand même une peur générale qui est là. Donc, je crois que ça va être un petit peu plus lent. Puis, comme je t'expliquais, dans le fond, quand je parle à la France, c'est différent. Dans le fond, avec la France, je suis pas avec mon produit sanitaire, je suis vraiment en train de développer des expériences olfactives pour les destinations. Ils sont déjà prêts parce que les offices de tourisme sont pas dépendants des taxes. Fait qu'en fait, les équipes marketing sont toujours actives, tandis qu'ici, les gens dépendent des taxes puis ils ont plus de budget. Fait que c'est deux réalités complètement différentes. Puis je pense aussi au niveau du minding, c'est pas la même chose du tout, là. Donc, tu sais, on voit qu'on a, du côté du Québec, on répond à la relance sanitaire, puis du côté de France, on fait ce qu'on fait habituellement, puis les gens, en fait, j'ai jamais fait autant de visio avec autant d'offices de tourisme depuis que je fais de l'international. Fait que finalement, j'ai eu des belles opportunités pendant la crise, là, en France. Mais après, c'est vrai que c'est deux cultures qui vont être assez différentes. On a un côté peut-être un peu plus téméraire en France, dans le sens où à partir du moment où telle date est décidée comme déconfinement, on va y aller all-in, puis on va pas forcément penser, on va dire, entre guillemets, aux impacts que ça peut avoir. On fait vraiment confiance aux décisions étatiques qui sont prises. Ici, on est plus dans la précaution, dans le sens où on respecte peut-être les règles davantage dès le début, mais au final, on les respecte tellement que on a peut-être un peu plus de difficulté à reprendre nos libertés, même si on nous les redonne. Ce que j'entends, en fait, c'est qu'on voit beaucoup, chez Stimulation déjà vu, une adaptation très rapide depuis le début de la crise, même encore en ce moment, pour préparer la suite. On vous voit régulièrement nommé dans les articles de journaux ou dans des blogs ou sur les réseaux sociaux. Comment on fait pour se repenser aussi rapidement? Est-ce que tu as des conseils, justement, d'un point de vue créativité? Tu disais, en tant que start-up, on a besoin de se réadapter parce qu'il y a toujours des impondérants qui arrivent. Donc, comment peut-être quelques conseils pour des entreprises qui n'auraient pas encore peut-être réussi à s'adapter ou trouver la clé de voûte? Est-ce que tu as des conseils de comment mettre ça en place? Mais en fait, moi, ce que je pense, parce que à mon humble connaissance, c'est aussi ma personnalité, mais dans le sens que il faut réussir à regagner notre liberté créative. Parce que si on est dans le stress, puis on voit pas en avant, puis on voit juste comme tout ce qui tombe, ou si on se met à attendre après les subventions, puis après l'aide et tout ça, c'est une stratégie. Mais dans le sens que si on réussit à trouver une solution pour remettre les gens en sécurité dans une manière qu'ils peuvent produire parce qu'ils se sentent bien, moi, c'est ce que j'ai fait. Tu sais, comment je pourrais dire? Il y a aussi ma personnalité qui est comme ça, là, je dirais, de nature, mais je pense que
c'est vraiment de se mettre dans des conditions, de trouver des solutions pour se mettre dans des conditions où on a le temps de réfléchir et de créer. C'est ce que je dirais. Merci beaucoup. Au-delà des expériences olfactives pour l'industrie du tourisme et de la culture, tu as aussi des projets, en tout cas que je connaissais avant que le Covid arrive, davantage avec l'industrie de la santé. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage pour que des gens connaissent aussi cet autre visage de stimulation déjà vu, et peut-être nous dire est-ce que ces projets ont été mis sur pause à cause de la crise, ou est-ce qu'au contraire, avec le côté justement anti-anxiogène, il y a eu d'autres demandes ou d'autres adaptations à ces projets-là? Oui, ben en fait, Déjà Vu est né d'une étude médicale. Fait qu'en fait, on a fait une étude dans un centre de retraite où on comparait tout ce qu'on connaît de l'aromathérapie sur les effets anti-anxiogènes versus de la synthèse où on avait créé un souvenir qui impactait, qui réconfortait les gens, donc qui faisait diminuer l'anxiété. Donc, Déjà Vu, on est vraiment né sur la science. En fait, au départ, on faisait des partenariats universitaires pour faire de la mesure. Puis maintenant, à l'interne, avec Déjà Vu, on a la biométrie. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais on mesure les émotions que l'odorat suscite sur les gens en laboratoire et sur site. Ce qui veut dire que maintenant, si quelqu'un fait un trajet dans le musée, ben, on peut en temps réel mesurer son émotion par rapport à l'interaction olfactive qu'on ajoute à une œuvre, par exemple. Puis ça, c'est quand même quelque chose de Déjà Vu qui est très, très fort. Donc maintenant, on a une base de données qui est sur les référents olfactifs culturels. Mais ça, c'est venu de notre expertise médicale. Parce qu'en fait, il y avait pas, au départ, je trouvais qu'il y avait pas beaucoup il y a beaucoup de littérature sur la parfumerie, l'aromathérapie, mais vraiment le souvenir, l'odorat, on a des connaissances sur la mémoire olfactive et tout ça, mais vraiment au niveau de la destination et des cultures, c'est quelque chose qui a très, très peu. Donc, c'est là que Déjà Vu a commencé par cette étude-là. On a fait des ateliers avec la Société de l'Alzheimer de Montréal pour stimuler le souvenir puis la conversation. Aussi, on travaille sur un projet avec des chercheurs de Strasbourg, hypnose VR olfactive. Donc, l'idée, c'est de créer des environnements pour les enfants qui ont des chirurgies mineures pour éviter de leur donner des médicaments parce que, en fait, c'est nocif pour leur santé. Donc, en fait, on a Déjà Vu continue toujours l'aspect médical, mais je dirais plus dans une vertu d'implication sociale. Puis, je dirais que ça l'a pas accéléré ou réduit. Par contre, on a eu des centres de retraite qui nous ont demandé si on pouvait faire quelque chose pour eux. Puis moi, je vais être très, très claire là-dessus. Je vais en profiter. En fait, si on parle de diffusion olfactive là, on est vraiment dans le médical, mais pour éliminer les bactéries, ben, il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement même avec les huiles essentielles. Par contre, on peut travailler l'anxiété avec les expériences olfactives, mais vraiment, ce qui est pour détruire les bactéries, c'est des rayons UV. Fait que nous, on s'est pas embarqué là-dedans parce qu'on veut toujours s'appuyer sur la science dans ce qu'on fait, puis sur la mesure. Fait que on a plus de demandes au niveau des centres de retraite. On est en train d'évaluer qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, en fait, pour les aider dans la mesure où c'est pertinent. Puis, voilà. Donc, il y a des opportunités qui se créent malgré la situation actuelle, c'est-à-dire que la situation n'est plus la même que celle qu'on connaissait avant. Malgré tout, vous arrivez à répondre à des demandes différentes, nouvelles qui viennent se positionner. J'aimerais peut-être qu'on parle davantage du côté international. Je sais que tu es régulièrement avec les parfumeries en France, à Marseille aussi. Tu participes à de nombreuses conférences et salons en Europe. Est-ce que tu peux justement nous donner ton point de vue par rapport à l'entrepreneur international? Tu disais déjà que tu faisais beaucoup de visioconférences avec la France. Donc, toi, ça a davantage boosté cette préparation post-Covid. On disait justement, je crois que c'est dans le Parisien dernièrement, où ils commencent déjà à mettre en place en France une réouverture adaptée de certains musées, de certains lieux culturels. Et puis, peut-être voir aussi quel impact, toi, ça peut avoir en tant que conférencière à l'international. Qu'est-ce que tu vois venir peut-être ou étant vraiment en plein cœur de cette industrie-là, quel est ton témoignage? Ben en fait, les opportunités, comme je dis, il y en a eu. Puis étonnamment, quand j'ai commencé à discuter, j'étais comme saisie de voir qu'on n'était pas dans le même discours du tout. C'était très, très, on est prêt, on veut créer. C'est en plein moment de penser à des nouveaux outils pour faire la destination, mais je me questionne quand même sur quand je vais pouvoir voyager, est-ce que ça va être aussi simple? Parce qu'il y a une partie de notre offre qu'on peut faire à distance, mais quand même, tu sais, on sait que en fait, pour nous, c'est pas le post-COVID, c'est les nouvelles habitudes après COVID-19, dans le sens que je pense que le monde a changé. Là, mais on est dans un nouvel ère, puis c'est peut-être pas la dernière fois qu'on vit ça, malheureusement. Donc, en fait,
comme entrepreneur, ben moi, je pense que les opportunités vont être là. Mais nous, on travaillait sur une implantation en Provence ou à Marseille. C'est ce qu'on est en train de... Bon, on continue à le faire pendant la crise. Donc, effectivement, moi, je vais accélérer mon implantation pour avoir une personne là-bas parce que je crois que ça va être un petit peu plus difficile de m'y rendre aussi souvent, malgré que j'adore la France et j'aime bien y aller à chaque 2 mois. Mais je pense que la réalité va changer pour un bon moment. Je pense que les opportunités sont là. Les gens sont prêts déjà à penser à la relance, ils ont envie d'être créatifs puis d'avoir des outils comme celui qu'on développe. Par contre, ça va accélérer notre implantation en France. J'ai déjà une personne qui est recrutée là-bas, donc je vise comme de m'implanter en 2020. Est-ce que justement pour cette relance en France, tu le vois davantage du côté peut-être des gros lieux culturels? Bon, à Marseille, je crois que c'est avec un certain musée, je ne sais pas si on peut citer le nom ou pas, mais est-ce que tu le vois davantage, tu disais peut-être du côté des offices de tourisme, donc c'est plus local, ou tu le vois plus à large avec les régions qui ont été maintenant élargies, ou avec les très gros lieux culturels? Comment tu ressens ça? Je pense qu'il va y avoir quand même un local qui est plus gros en France. Je pense que ça va être la première étape. Moi, j'ai parlé beaucoup avec les offices de tourisme. J'ai moins parlé avec les musées pour la relance. Mais quand je parlais des offices de tourisme, c'était pas mal de territoires français qui viennent les visiter. La première, mais qui étaient déjà prêts pour la suite. Mais je pense qu'il va y avoir aussi une relance plus locale comme ici. Mais c'est plus au niveau des manières de penser qui, je sens que c'est très, très, très différent. Ici, on comprend, là, mais les gens, des fois, ils ont dit qu'il faut pas parler tout de suite de la relance, c'est pas le temps, faut pas parler de ça, c'est un peu tabou, tandis que là-bas, ben, la conversation était déjà ouverte, c'est comme, oui, ça va se faire en étapes, mais on veut déjà en parler, puis on veut déjà le réfléchir, le planifier, puis trouver des idées créatives. Donc, c'est là la grosse différence, je dirais. J'aimerais qu'on s'adresse peut-être un peu plus aux entrepreneurs ou aux professionnels des entreprises qui ont été véritablement touchés, impactés dès le début par la crise. Comme je le disais plus tôt, tu es souvent interviewé ou donné en exemple dans la presse ou dans la communauté startup. Est-ce qu'il y a des conseils plus global, pas forcément sur la créativité ou autre, mais c'est plus global de comment vivre ça? Je sais que tu es une personne quand même assez bienveillante, ça se voit aussi à travers ton discours. Est-ce que justement il y a des choses comme ça que tu pourrais partager peut-être pour accompagner d'autres entrepreneurs plus jeunes ou des personnes qui travaillent dans des entreprises qui ont été touchées de plein fouet et qui savent peut-être pas forcément comment vivre avec ça? Je suis pas la meilleure pour donner des conseils, mais moi, mais ce que je trouve, ça part vraiment de la motivation. Faut garder le focus, dans le sens que moi, j'ai pas eu une option une fois de fermer mon entreprise. C'était même pas quelque chose dans ma tête qui était possible. En fait, puis je croyais à mes employés avant, mais j'ai cru aussi pendant, puis j'y crois après. Fait que je pense que c'est de rester motivé, à moins qu'il y ait des situations, je peux comprendre que là, c'est vraiment le modèle d'affaires, puis pour faire des décisions aussi qui sont difficiles, puis ça, je peux le comprendre. Mais je dirais vraiment de garder l'esprit ouvert, puis de faire confiance à nos gens, de les impliquer. Puis c'est vraiment important, par contre, on se le cachera pas, il faut que les gens sentent la situation de crise. Parce que, tu sais, je vais le confier, c'est qu'au départ, moi, je suis pas maternante, mais dans le sens, je disais, ben, tout est beau, on a nos salaires et tout, mais tu sais, il faut du peuple, il faut dire oui, mais tu sais, rien n'est gagné. Il faut vraiment faire sentir le sentiment d'urgence, malgré qu'on a trouvé des solutions pour se stabiliser, mais on est en urgence à chaque jour, tu sais, c'est vraiment, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je disais, je me répète, c'est beaucoup de gestion humaine. Il faut motiver les gens, il faut rester motivé. Puis il faut rester focus, puis il faut faire, faut être réaliste dans ce qu'on peut faire, mais on peut créer de l'innovation dans cette période-là. Puis ce que je trouve dommage, c'est que c'est peut-être moins qu'avant, mais j'ai entendu des discours comme là, l'innovation, ça vient de passer en dernier, mais au contraire, on est agile, on est petit, on peut bouger vite. Puis c'est là que je pense que l'innovation prend tout son sens, puis que les startups, les petites entreprises comme nous, on a tout à fait notre place pour pouvoir faire changer les choses, aider, puis encore une fois, pour créer des solutions super intéressantes. Puis, ben, ce qui est intéressant dans cette période-là, quand nous, on a développé le vaporisateur antibactérien, c'est qu'on a vraiment pu tester rapidement le marché, tu sais, dans le sens, on savait qu'il y avait un besoin, mais le MVP, la période qu'on a pour valider est beaucoup plus rapide. Les gens sont ouverts, les journalistes aussi ils ont plus de temps. Là. Je dis pas qu'ils sont pas occupés, mais on est vraiment... Le monde est comme sur pause. Nous, on va vite. Fait que c'est vraiment... Il faut naviguer là-dedans. Puis,
c'est ça, je pense que les gens ont une grande écoute aussi, malgré tout le drame qu'on a, il y a le côté humain, je pense qu'on se parle plus dans la rue, les gens sont réceptifs, ils ont envie d'échanger, fait que pas prendre pour acquis que tout le monde est occupé, au contraire, je pense qu'on a une écoute qui est plus grande ces temps-ci, puis ben il faut être habile pour naviguer là-dedans, puis le faire toujours d'une manière qui est élégante, de l'opportunisme, oui, mais pas trop. Fait que, il y a toujours comme un dosage. Oui, on veut sauver nos emplois, mais il faut aussi le faire avec le bon dosage selon les différentes étapes. Est-ce que ça fait du sens, Émilie, mes conseils ou Mais écoute, c'est rempli de sens véritablement. Je pense que tu sais, je suis aussi une entrepreneur, donc j'écoute grandement ce que tu dis. J'aimerais inviter les gens qui nous regardent, nous écoutent, qui nous connaissent probablement, soit toi, soit moi, ou qui nous connaissent pas en fait, à poser des questions. Je vais encore avoir 2 questions donc à te poser. Donc vraiment, j'inviterai les gens qui nous suivent à ne pas hésiter à nous écrire. On pourra répondre à leurs questions. Justement, tu disais qu'il y avait cette envie, volonté en France justement d'être déjà dans le côté reprise. J'ai l'impression quand même qu'avec l'industrie touristique, depuis une semaine et demie, que ce soit l'alliance de l'industrie touristique, que ce soit Tourisme Montréal, les parcs aussi naturels qui commencent à s'activer un peu, à penser justement après, il y a la ville de Montréal aussi qui veut proposer des ajustements. Est-ce que toi déjà, tu commences à anticiper soit une adaptation de ce que tu es déjà en train de mettre en place pour la reprise en France, en Europe, que tu pourrais adapter ici, ou est-ce que tu vois d'autres types peut-être d'opportunités d'innovation, sans évidemment dévoiler les choses, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui s'en viennent déjà aujourd'hui? Mais en fait, c'est un peu des deux. C'est ça qui est intéressant, c'est que oui, tu as tout à fait raison. Je dirais même que depuis 2 semaines, on a commencé à avoir des discussions, même si on voit que c'est plus loin, comme nous, on parlait du projet de voyage émotionnel avec Tourisme Montréal, parce que nous, on adore partir de nos projets à Montréal, puis les amener à l'international, mais là, je sens qu'il va y avoir certains projets où ça va être le contraire. Mais je sens que les gens, effectivement, commencent ici. On a parlé avec le Palais des Congrès aussi, comme tu dis, l'Alliance touristique. J'ai parlé aussi avec le cabinet du ministre. Donc, je pense que là, c'est sûr qu'il y a une crise à gérer en même temps, mais on commence ici à entrevoir cette étape-là. Mais c'est sûr que nous, en ce moment, ce qu'on fait, c'est les stations sanitaires pour vraiment l'expérience olfactive à travers ce produit-là. Mais en même temps, on travaille aussi sur un autre projet parce qu'on avait un événement qui est en septembre, c'est la Journée internationale de l'activation des sens en tourisme. C'était la première journée internationale qu'on voulait faire. On s'est dit, on n'a pas envie de laisser tomber. On est en train de développer, en fait, à louer une salle au Palais des Congrès, puis envoyer des kits sensoriels à la maison pour suivre les ateliers à distance. Fait qu'on a vraiment plein d'idées pour amener un autre type de congrès. Fait que bref, je pense qu'on est très à l'écoute. Enfin, on est très à l'écoute. Comme je dis, on continue à suivre, on parle beaucoup aux gens. Comme je dis, les gens ont le temps de parler, les gens sont motivés. Comme je disais, je parlais avec le Palais des Congrès, c'est super inspirant là, cette semaine avec leur équipe, avec Tourisme Montréal, la même chose. Fait que, comme tu disais, depuis 2 semaines, là, je pense qu'on peut commencer à en parler. On n'est pas rendu là. Fait que nous, on accompagne au Québec nos clients dans l'aspect sanitaire pour s'équiper d'une manière toujours intéressante selon le contexte. Puis ensuite, à trouver d'autres solutions comme le voyage émotionnel ou encore notre événement qu'on aimerait bien mener en septembre d'une manière qui est différente. Donc, on reste à l'écoute, on est agile, mais je crois pas qu'on travaille pas de la même manière sur les 2 continents en ce moment. Mais c'est bien en fait parce que justement le contenu que tu nous partages répond en partie à la question qu'on vient de recevoir de Annie, merci. Dans le cadre des événements, allez-vous devoir adapter votre offre? Donc on voit que dans le cadre de l'événement de septembre, la journée internationale, effectivement, vous avez déjà des idées pour peut-être pouvoir continuer à la faire, mais de manière différente. J'imagine aussi qu'avec le Palais des Congrès, il y a des adaptations. On lisait, je crois que c'est dans la presse cette semaine, où le tourisme d'affaires va être une des premières industries à remettre en place parce que c'est ce qui ramène le plus de financement au Québec. Comment peut-être on voit ça, comment on pourrait adapter ça? Je sais aussi que vous êtes régulièrement dans les kiosques du Québec à l'international pour justement faire la promotion du Québec. Comment tu vois ça et quel type peut-être d'adaptation on pourrait avoir? Mais en fait, déjà là, c'est très technique, mais on travaillait une signature olfactive pour le Palais des Congrès qui était très
funky sur 3 thèmes où on devait faire un nez géant. Ben, on le fera plus tard, là, où les Montréalais allaient voter pour l'odeur du palais. Ça sera plus tard, mais finalement, quand on parlait de la signature, on dit on va plus y aller pour l'instant avec une signature de bien-être pour accueillir les gens dans le palais au retour. Fait dans le fond, notre offre au niveau du développement des odeurs, la demande est un petit peu différente en ce moment. Pardon. Puis, en fait, je dirais que tout le monde a s'adapté au niveau des événements, mais moi, je crois qu'il va y avoir des solutions transitoires. Puis ensuite, on va revenir à des solutions plus habituelles, mais avec des modifications. C'est pour ça que l'événement au Palais des Congrès, on aurait pu dire, ben, on l'annule. On a dit non, comment on peut répondre à ce besoin-là transitoire, ben, en faisant un autre type de congrès dans une salle avec des écrans où on offre des outils aux gens à la maison. T'sais. Fait que moi, je crois que pour les événements, il y aura des solutions transitoires. Il y a effectivement l'équipement sanitaire pour tout le monde, là, mais être créatif dans le transitoire, puis ensuite revenir aux événements, mais sûrement d'une manière différente. Donc, ce que j'entends, c'est que adaptation ne veut pas dire obligatoirement arrêter de faire comment on faisait avant et faire complètement autre chose, mais plus justement le côté évolutif. On réutilise les mêmes ingrédients qu'on avait avant, adaptés avec les nouvelles conditions d'hygiène et sanitaire, puis voir ensuite comment ça progresse de manière à continuer à s'adapter. Si jamais d'autres personnes ont d'autres questions, qu'ils en profitent, j'aimerais peut-être terminer sur une note positive, même si je suis jamais très négative dans mes entrevues. Selon Audrey Bernard, donc la femme humaine et bienveillante que je connais personnellement, de quoi demain sera fait, que ça soit peut-être d'un point de vue entreprise, dans l'économie en général, dans le milieu du tourisme, la culture ou même la technologie et la santé. Je sais qu'on n'a pas de boule de cristal, mais qu'est-ce que peut-être toi en fait tu souhaiterais que ça devienne suite à cette crise-là, ce qu'on a appris, la nouvelle manière peut-être dont on a appris à vivre, comment tu vois les choses pour après, qu'est-ce que tu aimerais pour la suite? Ben en fait, moi, j'espère qu'on aura une réflexion humaine, justement, par rapport à tout ça. Le fait qu'on entende les oiseaux chanter. Il y a vraiment quelque chose de dramatique, mais en même temps de révolutionnaire dans ce qui est en train de se passer. Donc, on se rapproche des gens, même si on est loin. Moi, j'espère qu'il va y avoir une réflexion. Moi aussi, j'essaie toujours d'avoir les meilleures habitudes au niveau de mon entreprise, mais moi, je pense que le monde a changé. C'est pas un choc post-traumatique, on est dans un monde nouveau. Mais je pense qu'il y a du positif là-dedans, autant dans les entreprises que dans la société. Puis pourquoi pas faire la semaine du confinement annuel pour pouvoir donner une petite pause à notre planète. Bref, c'est mon autre petit côté, mais moi, c'est vraiment l'humain là-dedans. Nous, déjà vu, on a toujours utilisé la technologie pour se reconnecter à l'émotion. Donc, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que parfois, on a l'impression que la technologie nous éloigne, mais déjà vu, on est basé sur l'humain, sur la connexion des sens. Puis moi, comme personne, ça m'a vraiment ça me fait encore réfléchir cette situation-là. J'y vois du positif malgré, comme je dis, tout le drame humain. Mais on devra sortir de ça grandi, puis on devra... en fait, je pense qu'on est ébranlé, mais on devra faire des changements importants si on veut survivre sur cette belle planète. Merci beaucoup Audrey pour cet échange très intéressant, instructif, dynamique, positif et humain que je vais essayer de résumer très rapidement. Surtout, on commence par ne pas paniquer, on continue pour garder les emplois qu'on avait déjà avant. On rassure l'équipe, on motive, on structure à distance, on regarde notre liberté créative, on essaye de trouver des solutions créatives plutôt que de tout de suite baisser les bras. C'est sûr qu'il y a des nouvelles habitudes qui vont être mises en place après Covid. On pense davantage à un après Covid plutôt que une adaptation, une reprise. Il faut aussi évidemment faire confiance, garder l'esprit ouvert. C'est vraiment les mots-clés, je pense, de cette entrevue avec toi. Et le point positif qu'on pourrait peut-être garder de cette crise-là, c'est plus d'humain dans la vie, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, et peut-être donner davantage de possibilités pour offrir une pause à notre planète. Merci encore pour ce partage. Je te remercie vraiment d'avoir été avec nous. Intersection X n'est pas fini. Printemps numérique reste là pour vous écouter, vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Nous continuerons jeudi prochain à 15h avec cette thématique: comment les startups technologiques du secteur touristique et culturel s'adaptent. Au programme, comme d'habitude, des réactions, des conseils, des exemples pour mieux vous en sortir dans cette situation. Je vous donne donc rendez-vous le jeudi prochain 15h. Nous aurons le plaisir d'accueillir Gabrielle Larue, fondatrice et PDG de Lock & Go, une solution d'entreposage et de stockage temporaire pour les événements
temps et les lieux. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire pour nous poser vos questions, vos avis ou suggestions. Prenez soin de vous. Profitez du soleil quand il y en a. C'est toujours important pour le moral. Je vous retrouve jeudi. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.